On attaque? OK. On va y aller tranquillement, vraiment en mode, après-ski. Tout à fait. Donc, Hop là. prenez votre boisson, votre vin chaud, tout ce que vous voulez. On va vraiment y aller aussi en mode frugal. J'avais plein d'idées, il y a quelques semaines, quelques mois sur, hey, comment j'allais présenter tout ça, faire des images super, bien préparées et autres, mais finalement, je vais vraiment y aller en mode frugal aussi. Donc très simple, très convivial, pour partager aussi, surtout, me concentrer sur l'essentiel du message. Donc allons-y, hop! Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est, justement de faire peut-être un partage d'expérience. J'aimerais vous partager des astuces pratiques pour, éventuellement transformer vos daily, scrum, donc vos rencontres d'équipe, pour en faire des moments stratégiques à très forte valeur ajoutée. Donc ce sera un gros partage d'expérience, expérience au pluriel. J'aimerais vous partager beaucoup d'astuces et notamment comment est-ce qu'on pourrait se servir de questions puissantes pour vraiment renforcer de façon très radicale les rencontres d'équipe. Et j'aimerais aussi ne pas avoir une posture trop théorique, enfin éviter cette posture théorique, mais vraiment me concentrer sur des partages d'expériences, des choses très pratiques que vous pourriez utiliser dès aujourd'hui ou dès demain, mais surtout vous encourager à expérimenter parce que pour moi c'est ça l'agilité. C'est ça qui m'inspire, qui me motive depuis toujours, c'est le fait qu'on essaye des choses et puis on garde ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, on passe à autre chose. OK? Donc, autrement dit, si vous avez des rencontres d'équipe qui sont un peu poussives, si vous êtes comme moi très curieux, ben, vous êtes peut-être dans la bonne session. Prenez des notes, prenez des copies d'écran, mon support sera partagé aussi, mais j'espère vraiment que tout au long de cette, heure que nous allons passer ensemble, vous aurez plein d'idées qui vont aussi vous permettre, d'essayer plein de choses. Voilà, ça c'est un peu l'introduction et c'est aussi ma definition of done. Que vous ayez plein d'idées, dans votre boîte à outils. Yes. Donc Cedera, ça c'est moi. Pour la petite histoire, je suis né à Madagascar. J'ai vécu une trentaine d'années en Belgique et puis je suis au Québec depuis, 6 ans à peu près. J'accompagne essentiellement des équipes sur tous les volets agiles et Atlassian parce que je pense que, l'agilité, c'est un bel équilibre entre les outils, les processus et une fois qu'on met, l'excellence technique en place, bah, ça aide les équipes, mais aussi ça challenge toute la partie agilité. C'est ma compréhension du manifeste agile qui dit qu'on met plus l'emphase sur, les individus et les interactions plus que sur les outils. Mais si on élève le niveau des outils, bah, il faut aussi qu'on challenge, qu'on retrouve l'équilibre, qu'on aille plus haut, plus loin avec les interactions et c'est ça le fun. J'aime beaucoup ça. Et enfin, pour, la petite histoire, je suis papa pour la troisième fois depuis quelques semaines et donc j'ai un troisième coach à la maison. J'apprends beaucoup en fait, à travers mes enfants. Ça me challenge beaucoup sur ma compréhension de c'est quoi l'agilité, c'est quoi l'accompagnement d'équipe, c'est quoi l'accompagnement de famille. Est-ce que j'écoute bien mes enfants? Est-ce qu'on a une bonne relation ensemble? Et donc voilà, j'imagine que c'est la même chose pour tous les parents. On est continuellement remis en question avec nos enfants et on va tant qu'à faire, bah, je vais vous partager un peu mon album de famille ce matin. Yes. Ça par exemple, c'est mon fils. Une photo que j'ai trouvée sur, mon Google Photos. Mon plus grand, lorsqu'il participait au scout, avant pandémie, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que avant chaque camp, que ça soit les camps d'hiver, les camps d'automne, les camps d'été et autres, ils ont une charte d'équipe. Ils ont un document comme ça, sur lequel ils inscrivent leurs valeurs communes, qu'est-ce qu'ils comptent faire, comment est-ce qu'ils veulent travailler en équipe et je me suis dit: «Waouh! Il faut la même chose aussi dans les équipes que j'accompagne». Je veux la même chose. Et si vous regardez bien cette image, vous voyez que tous les scouts ont signé ce document. Et donc, c'est un document qui est remis à jour à chaque camp. C'est génial. Ils sont mieux organisés que mes équipes. Parfois, dans mes équipes, on a des chartes d'équipe, enfin, j'essaye d'avoir des chartes d'équipe, mais on met ça à jour une seule fois et puis on oublie ce document. Et donc, mon fils, bah, il me challenge pour que ça soit, pour qu'on inspecte, pour qu'on révise ce document continuellement. Et ça, j'adore.
Autre chose, ma fille, lorsqu'elle savait à peine écrire, regardez ce qu'elle a mis sur notre frigo, une user story. J'ai donné des formations, des heures et des heures de formation aux analystes d'affaires pour leur expliquer comment rédiger des user stories, comment gérer les spécifications agiles et autres. Mais ma fille, elle m'a épaté. Juste ça, c'est waouh! Et je me suis dit, ça, c'est la meilleure user story que j'ai jamais vue de ma vie. Ça tient sur une carte. C'est très clair. On voit tout de suite quelles sont les conditions, les critères de satisfaction et forcément, ça génère une conversation. Moi, lorsque j'ai vu ça, j'ai compris que après sa pratique de sport, elle voulait des frites. Forcément, je l'ai challengé pour savoir, OK, tu veux des grandes frites, des petites frites? Pourquoi est-ce que tu veux des frites d'ailleurs? Est-ce que tu voudrais pas quelque chose de plus santé? Donc, j'utilise souvent cette image parce que, heureusement ou malheureusement, dans la vraie vie, dans la vie d'adulte, parfois des user stories, on passe beaucoup de temps à pinailler entre est-ce qu'on utilise des user stories ou des Jeff stories ou ceci ou cela? Est-ce qu'on pourrait pas simplement prendre un document Word et le coller dans TFS ou dans Jira ou n'importe? Alors que finalement, c'est très simple. Intuitivement, nos enfants sont capables de nous expliquer l'essentiel. Et ça, j'adore. J'imagine que vous avez aussi fait, comme moi, du Kanban à la maison. Lorsqu'on a les enfants avec nous, pour les occuper, surtout lorsqu'on est coach ou Scrum Master, on leur dit, tiens, voici ton tableau Kanban avec plein de tâches que tu pourrais faire, et puis bouge-les, fais des choses avec ça. Et, et donc, j'ai l'habitude de faire ça avec mes enfants, mais si en cette période de pandémie, c'était encore plus spécial, parce que on a mis plein de post-it comme ça, de cartes sur les murs, sur les armoires et ça nous a forcé aussi à discuter. C'est quoi la définition de terminer avec les enfants? On peut pas simplement dire: «Tu prends ta carte et lorsque tu as fini ta carte, bah, c'est fini». Non, il a fallu aussi qu'on leur dise: «Bah, ta carte, tu sais, il faudrait que tu en parles avec des parents ou avec tes professeurs via Zoom. Il faudrait surtout, peut-être, que tu sois fier de ce que tu as fait». Parce que si tu traînes les pieds pour faire, les tâches qu'on te propose, on passe peut-être à côté de l'essentiel. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez particulier. C'est qu'avec mes enfants, on a discuté et on a révisé la definition of done plus fréquemment que je ne le fais avec mes équipes. C'est fou, hein? Donc je ne sais pas si vous avez aussi appris des choses avec vos enfants, à force de fréquenter vos enfants plus souvent, ces derniers mois et il y a plein de choses qu'on peut apprendre d'eux. Heu, il nous renvoie à chaque fois vers le manifeste agile, vers nos pratiques, vers nos outils, vers aussi, nos relations avec les autres et ça, c'est génial. Dernier point peut-être, c'est, quelque chose que j'aime beaucoup, les périodes sensibles. Donc les périodes sensibles, c'est une notion qu'on voit surtout à travers l'enseignement Montessori. Donc dire que chaque enfant est différent. Il y a des moments où les enfants sont très attentifs, d'autres moments où ils sont juste, débordants d'énergie. Ils ont besoin de s'amuser, de s'extérioriser et même avant d'aller dans une école Montessori, ma fille, on l'avait mis dans une autre pédagogie alternative, dans une école Freinet et là, c'est encore plus extrême, à mon sens. Les enfants dans leur classe ne sont pas obligés de rester assis avec le groupe. Waouh! Imaginez ça, à 6 ans, on dit ça aux enfants. Tu n'es pas obligé de rester dans le groupe. Les enfants ont la liberté de se lever lorsqu'ils ressentent le besoin. Ils ont la possibilité d'aller faire du vélo, de la trottinette, de se promener dans le jardin, n'importe. Mais ils ont aussi la responsabilité, lorsqu'ils reviennent dans le groupe, de partager ce qu'ils ont appris, de partager quelque chose pour alimenter le groupe. C'est fou hein, d'apprendre ça aux enfants dès l'âge de 6 ans. Et donc, on peut faire le lien entre ça et par exemple, tout ce qui est, la loi des 2 pieds, tout ce qui est open space technology. Donc aujourd'hui, je m'inspire beaucoup de cet exemple qui a été ramené par ma fille lorsque je fais du mob programming. Les gens qui travaillent avec moi, bah, je les force pas non plus. S'ils veulent se lever, s'ils veulent faire d'autres choses, c'est correct. Mais ce que je leur demande, c'est lorsqu'ils reviennent, bah, qu'ils nous disent, qu'ils nous apportent quelque chose, qu'ils fassent un partage, qui viennent pour enrichir le groupe de ce qu'ils ont vu
de ce qu'ils ont pu mettre à profit pendant que nous travaillons ensemble. Intéressant. Donc voilà, c'est plein d'exemples comme ça et le dernier exemple sur lequel je voudrais surtout, passer du temps avec vous, c'est ceci. Le trajet entre, chez nous autres et l'école des enfants. J'ai la chance de pouvoir, d'avoir un bus scolaire déjà, que les enfants peuvent prendre le bus pour aller à l'école, mais ce que j'aime aussi, c'est, les déposer moi-même. Donc le trajet fait à peu près 15 minutes. 15 minutes, les enfants sont enfermés dans la voiture, ils ont leur ceinture, ils sont attachés, on passe 15 minutes ensemble. Ouais, je me suis dit: «Génial, tous les jours 15 minutes ensemble, ça me dit quelque chose. On va faire un délice crème en famille, on va avoir vraiment un chouette moment de partage et ce sera génial». Ça, c'était l'idée de base. Donc tous les jours, je posais à mes enfants des questions traditionnelles. «Hey, comment ça s'est passé hier? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez, des obstacles sur lesquels, on je pourrais vous aider? Est-ce que vous voulez me raconter des histoires de ce qui se passe à l'école? Comment est-ce que ça a été votre journée d'école?» Et mes enfants, à l'époque, me regardaient et puis ils me disaient: «OK, ça va. Est-ce que tu peux mettre la radio plus fort?» Et ça s'arrêtait là. Et je me suis dit: «C'est pas possible, je prends du temps, je prends 15 minutes tous les jours pour avoir vraiment un moment d'échange avec eux et puis j'ai rien du tout comme réaction. C'est comme au travail, ça marche pas». C'était assez pénible. Jusqu'à ce que je découvre un article de blog super intéressant. Comment demander aux enfants comment a été votre journée sans leur poser la question comment a été votre journée? Je me suis dit, c'est exactement ça que j'ai besoin. Donc l'idée, hop, je vais vous montrer. L'idée, c'est de se dire, ben, si on pose une question directe aux enfants, comment était ta journée? On a beaucoup de parents, comme moi, ont la réponse ça va. On a une réponse mécanique. Le pire, c'est que les enfants anticipent déjà cette question le jour d'après. Et ils ont déjà leur réponse qui est prête. Par contre, si on varie les questions avec des questions ouvertes, ben, on peut surprendre les enfants éventuellement. Avec des questions comme hey, parle-moi de quelque chose qui t'a fait rire aujourd'hui. Quel est l'endroit le plus cool de l'école? Est-ce que tu as appris un mot bizarre? Est-ce que tu as entendu un mot bizarre que tu voudrais me répéter? Moi, j'aime bien la question 11, par exemple. Si un vaisseau alien arrive au-dessus de l'école, sur qui est-ce que tu souhaiterais qu'il tire son rayon laser? Donc, j'ai essayé, j'ai expérimenté ces questions et ça a bien fonctionné avec mes enfants. Tous les jours, j'allais piocher deux, trois questions et ça les surprenait. Ça les surprenait. Ils, ils avaient beau se préparer aux questions, les questions, elles changeaient tous les jours. Et donc, il y a eu une nouvelle dynamique. Yes! Ils avaient envie de parler, partager. Et parfois même, ils réclamaient les questions. Ils disaient: «Hey, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé du vaisseau alien. Tu peux me poser la question? Parce que là, j'ai vraiment un ami que je veux désintégrer». Et donc, on crée ici un contexte qui les encourage à parler. On invite aussi à la réflexion. Et les enfants, enfin mes enfants étaient très impatients aussi des nouvelles questions que j'allais poser. Ils étaient impatients aussi de réagir, de partager et on a vraiment quitté le contexte de: «Je suis le papa, je veux un rapport sur vos activités» et c'est devenu un vrai rapport, un vrai, rapport d'échange. Ça a forcé aussi, mes enfants à s'écouter entre eux, à dire: «Hey, c'est vrai toi? Il s'est passé ça chez toi? Ben chez moi aussi». Et donc on a vraiment eu, une nouvelle dynamique et c'était vraiment amusant, de passer ces 15 minutes ensemble dans la voiture et parfois je faisais exprès de rouler moins vite. On avait parfois vraiment du mal aussi, lorsqu'on arrive devant l'école de dire: «Hey, c'est déjà fini nos 15 minutes. C'est dommage». Donc voilà, c'est une expérience que éventuellement je vous propose, essayez-le. Il semblerait que ça fonctionne aussi avec des adolescents. Mon plus grand arrive dans son âge d'adolescence, on va voir s'il continue,
d'embarquer, d'être sensible à cette activité. Ça marche aussi avec les conjoints. Moi, ma conjointe, lorsqu'elle me demande: «Est-ce que ça va?», je me suis rendu compte que souvent je lui réponds: «Oui», et c'est la fin de la discussion. Donc ça marche aussi avec les adultes. Essayez de varier les questions et vous pourriez être surpris éventuellement. Intéressant, n'est-ce pas? Des métriques, j'aime bien parler de métriques. Qu'est-ce que cette expérience m'a apporté? Ben, c'est essentiel d'avoir des métriques comme ça pour mesurer l'efficacité d'une pratique. Ben, c'est clair que en connaissant plus sur mes enfants, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, ben, j'ai été aussi plus à même de les supporter dans leurs études. On a eu aussi ça a énormément amélioré ma relation avec mes enfants. Et lorsqu'on avait des rencontres avec les enseignants, ben, j'étais capable aussi d'expliquer, de bien comprendre ce qui se passait dans les classes, ce que mes enfants vivaient, mais aussi ce que tous leurs camarades de classe vivaient. Et puis le dernier point, c'est, lorsque mes enfants sont invités à des fêtes d'amis, des anniversaires ou autres, ben, on a toujours le cadeau qui correspond à l'enfant parce que je connais énormément sur chaque enfant qui interagissent avec mes enfants. Et ça surprend parfois d'autres parents et j'en tire une petite fierté. OK? Et donc ça a radicalement changé ma vie en tant que parent. Et puis parallèle avec les équipes, pourquoi est-ce que à cette période-là, pourquoi est-ce que mes daily scrum, pourquoi est-ce que mes points d'équipe, ça restait pénible? Pourquoi est-ce que c'était toujours poussif? Des rencontres de gestion? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que je pouvais utiliser, hem, de mon expérience avec mes enfants pour aussi modifier la dynamique dans mes équipes? J'ai eu cette réflexion et je me suis dit: «OK, essayons quelque chose». D'autant plus que j'ai eu un stagiaire, à un moment donné, qui m'a dit: «Hey, Scrum Master, c'est vraiment bizarre ça comme métier». Un Scrum Master, de ce que mon stagiaire voyait. C'est quelqu'un qui est payé pour interrompre le travail de toute une équipe pendant 15 minutes tous les jours en posant les 3 questions du guide Scrum. Alors que, par exemple, sur un tableau ou dans des outils, surtout si vous rentrez du temps, vous bougez des cartes, ben, on sait déjà sur quoi est-ce que les gens ont travaillé hier. On sait si votre backlog est ordonné, sur quoi est-ce qu'on devrait travailler aujourd'hui. Et puis, comme les gens sont censés communiquer entre eux, on connaît en principe tous les bloquants. On ne devrait pas avoir besoin d'attendre une réunion pour dire: «Hey, je suis bloqué quelque part». Donc là, je me suis dit: «Oh, il marque un point intéressant». Si cette personne-là, avec son regard extérieur, pense que le Scrum et puis, Scrum Master, c'est comme ça, il y a peut-être quelque chose à faire pour recentrer le message. OK. Donc là, j'ai pris un temps de réflexion et je suis retourné au manifeste agile. Découvrir de nouvelles façons de travailler ensemble, aider les autres, interaction, collaboration. Je me suis dit: «Oups, peut-être que moi, personnellement, à un moment donné, je me suis perdu aussi dans ce manifeste. Peut-être que je suis tombé dans une routine et qui fait que j'ai perdu de vue l'essentiel». Le manifeste agile, tout le monde le connaît, tout le monde l'a lu à un moment donné et puis je pense qu'il faut aussi profiter éventuellement de l'anniversaire du manifeste agile pour revenir à la source, aux fondamentaux. Et de se dire, est-ce que déjà dans le préambule, découvrir des nouvelles façons de travailler ensemble, est-ce qu'on continue à avoir cette curiosité? Est-ce qu'on continue à se challenger mutuellement? Ou est-ce que on pense qu'on est arrivé à un certain niveau de maturité et puis on n'a plus besoin ou moins besoin d'aller vers des nouvelles façons de travailler? Il y a le manifeste agile, éventuellement d'autres références comme le guide Scrum. Vous savez, le guide Scrum que vous avez lu si vous avez passé une certification ou autre. Ce guide qui vous disait, qui tenait sur 15 pages et qui vous disait: «Hey, voici 3 questions à poser». 2016. Je vois des scrum masters qui parfois n'ont pas lu la mise à jour de 2017 et même de 2020, où on parle de: «Tiens, mmh, finalement l'équipe de développement, l'équipe Scrum, elle pourrait utiliser n'importe quelle structure. Elle est libre d'utiliser ce qu'elle veut. On ne mentionne plus les 3 questions. On revient sur l'objectif, le pourquoi».
Pourquoi est-ce qu'on fait des rencontres quotidiennes? Bah, le but d'une rencontre quotidienne, c'est absolument pas de poser les 3 questions, mais c'est d'optimiser la progression d'équipe vers un objectif. Améliorer la cohésion d'équipe pour travailler mieux ensemble. Et ça, c'est vraiment une nuance importante. J'ai vu beaucoup de Scrum Masters qui posaient les 3 questions, pas parce que c'est écrit dans le guide Scrum, mais parce que la personne qui les a formés au Scrum leur a montré qu'il fallait poser les 3 questions. Donc il y a une sorte de tradition orale qui se perpétue de génération en génération, avec une dégradation au fil du temps. Et finalement, parfois, même moi, on a des pratiques qu'on ne sait même plus d'où elles viennent. C'est tellement évident qu'il faut utiliser des story points, qu'il faut utiliser des user stories. On ne sait pas d'où ça vient, mais on a toujours fait comme ça et les gens avant nous le faisaient déjà et les gens avant eux le faisaient déjà. Donc, si tout le monde le fait, c'est que ça marche. C'est que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut vraiment aussi prendre le temps de revenir au pourquoi est-ce qu'on le fait. Quelle valeur est-ce que cette pratique amène? OK? On peut faire la planche, on peut se mettre en cercle, on peut se mettre debout ou même assis. Moi, parfois, j'ai des rencontres d'équipe dans ma voiture, sur le trajet vers le bureau, vers un client. Heureusement que je ne suis pas debout et heureusement que ça ne s'appelle pas un daily stand-up meeting parce que debout dans sa voiture, ça marche pas. OK? Donc, mais à nouveau, hop, à nouveau, il faut revenir vers l'essentiel et se dire, comme pour mes enfants, bah, ce que je veux, moi, dans les rencontres d'équipe, c'est inviter au partage. Je Ce que je veux, c'est que les gens soient vraiment impatients de partager des nouvelles. Que les gens, bah, on profite de ces 15 minutes pour réfléchir ensemble, qu'on ait tous du plaisir à être là. Qu'on se dise pas: «Oh flûte, c'est l'heure du daily meeting». Non, que les gens soient là spontanément, envie d'écouter les gens, être là, être des participants actifs. C'est pas une réunion, enfin pour moi en tout cas, c'est pas une réunion de gestion. Ça devrait être je travaille avec des adultes responsables, des professionnels, donc j'aimerais que ça soit un vrai échange entre professionnels, entre experts même. Donc casser la routine et c'est exactement la même chose que ce que j'essaie de mettre en place avec mes enfants. OK? Et donc tous les formats pour moi sont bons. Faire la planche si ça marche, si tout le monde est partant pour ça, se mettre en cercle, essayer plein de choses et j'irai même plus loin, mes enfants dans les camps d'été, bah, j'ai même vu des animateurs de camp qui faisaient des scrums avec les enfants. Mais scrum vraiment au terme, primaire, donc une mêlée d'équipes comme au rugby. Avant de partir une activité avec les enfants, il les rassemble en cercle autour de lui et il s'assure que tout le monde est partant. OK, quelqu'un a un souci? Est-ce que vous avez compris les consignes? Est-ce que vous êtes tous partants? Est-ce que quelqu'un a une information qui modifierait, l'activité? Et donc ça, c'est génial. C'est vraiment cette spontanéité qu'on devrait, à mon avis, essayer d'avoir dans nos équipes, surtout dans un contexte d'entreprise. Parce que veut pas, c'est un budget qu'on gère. Un daily scrum, une rencontre d'équipe, c'est 15 minutes tous les jours en principe. Au bout d'une semaine, ça fait 1h25. Un mois, ça fait 5 heures et quelques. Sur 12 mois, ça fait 65 heures. Si on donnait à chacun d'entre vous un budget de 65 heures, on vous dit, tiens, voici 65 heures. La direction a décidé, le comité de gestion a décidé de te donner un budget de 65 heures pour améliorer la cohésion d'équipe. Faire en sorte que l'équipe avec laquelle tu travailles devienne une équipe mieux autogérée, plus performante. 65 heures. Hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 65 heures? Un week-end au ski, yes! On a plein d'idées. 65 heures, c'est gros, on voit énormément, enfin, on voit tous à peu près, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce budget-là? Et si on avait 5 heures par mois, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 5 heures par mois pour augmenter la cohésion et la performance d'une équipe? Hey, une après-midi de karting, par exemple, une activité comme ça chaque mois et on est pas mal sûr que ça marcherait. On est pas mal sûr de l'impact que ça aurait. À 5 heures par mois, c'est une grosse demi-journée. Donc 4 heures plus, un temps, à la buvette, par exemple, à boire ensemble. Ouais.
Si on fait ça tous les mois, c'est sûr que la plupart des équipes en profiteraient. Si on n'avait qu'1 heure par semaine, ouais, ça se fait encore. On pourrait faire des partages, regarder des vidéos, regarder des replays de conférences, plein de choses comme ça, faire, une communauté de pratique. Donc si on a ce budget-là sur, 1 heure par semaine, c'est sûr qu'on peut encore faire quelque chose pour que, au fur et à mesure des mois, sur un laps de temps de 12 mois, une équipe aille du point A au point B en termes de performance, d'efficacité, de cohésion et tout ça et tout ça, tout ça. Et puis lorsqu'on arrive à on prend le même montant, mais on regarde plus au niveau micro. On arrive à seulement 15 minutes par jour. Là, on manque d'idées. On se dit: «Ah bah ouais, tiens, alors là, on va poser nos 3 questions. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Est-ce que tu as des bloquants ou pas?» Et on reste sur ce cadre-là et pendant 12 mois, tous les jours, on a comme ça une routine qui s'installe. On oublie d'élargir le périmètre et de se dire: «Beh, finalement, 15 minutes par jour, c'est 65 heures». C'est un budget de 65 heures. OK? Et donc, si on revient au montant total, au budget total, je pense que ça peut être intéressant pour, revoir les choses en perspective. Moi, en tout cas, c'est l'exercice que j'ai fait et j'ai même été plus loin et me dire: «65 heures par jour, ça représente quoi en termes d'argent?» J'ai pris les chiffres ici sur Google hier, je pense, avec les taux horaires. Les taux horaires d'un Scrum Master moyen en France, d'un développeur, d'un Product Owner pour dire: «Ben, en fait, rencontre d'équipe, le Daily Scrum, ça représente tout ça comme montant». C'est pas rien. Si votre client, si votre direction, si quelqu'un vous met sur la table ce paquet d'argent-là, c'est pas gratuit. Enfin, en principe. Moi, si je devais sortir de mon portefeuille ce paquet d'argent-là pour faire un achat, je m'attendrais à ce qu'il y ait une contrepartie. Je donne ça à un prestataire de service, à un vendeur, n'importe, je m'attends à ce qu'il me livre de la valeur. Je m'attends à ce qu'il remplisse un cahier des charges. Je m'attends à ce qu'il me donne autre chose que simplement un sourire. Parce que le sourire, je pense que je pourrais l'avoir pour moins cher. Donc je m'attends à ce que ça soit quelque chose d'utile pour moi, quelque chose qui me serve à la longue, éventuellement même que ça soit un investissement pour le futur. OK? Et donc je pense qu'il ne faut pas être naïf. Lorsqu'on est dans une entreprise, lorsqu'on est dans un cadre professionnel, on n'est pas, en tant que Scrum Master, pas simplement un comité des fêtes. Ça marche pas, ça existe déjà le comité des fêtes. Le club social existe déjà. Et généralement, ce sont même des bénévoles dans l'entreprise. Lorsqu'on est Scrum Master ou coach agile, lorsqu'on est payé, surtout lorsqu'on est consultant, on est là aussi, essentiellement, pour livrer de la valeur. Une valeur qui devrait aussi être quantifiable. OK? C'est un discours qu'on n'a pas souvent, mais moi, je pense qu'il est aussi essentiel de se dire, dans une entreprise, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger. Il y a un moment donné, on espère être payé. La personne en face qui va signer le chèque, lui, il en veut aussi pour son argent. OK? Vous pouvez actualiser les prix, c'est effrayant parce que dans une ville, comme Toronto, par exemple, vu le taux horaire de chacun, on monte sur des montants énormes pour un daily scrum. Juste 15 minutes par jour, c'est des montants énormes. Aller sur des villes comme, Los Angeles ou n'importe, c'est énorme comme montant. Autre chose que vous êtes dans une petite ville de province, mais je crois que c'est quand même important d'avoir cette dimension-là. OK? Donc, ça c'est le constat. Maintenant, je vais essayer d'être très pratique et de vous proposer aussi plein de petites astuces. Yes. Première chose que j'ai expérimenté personnellement, c'est de se dire: «OK, oups, j'ai ma machine qui oui, depuis ce matin, j'ai ma machine qui fait des reboots et qui veut faire des updates, c'est toujours, c'est la loi de Murphy». Hem, je suis parti en fait de l'article de blog que je vous ai montré tout à l'heure et de dire: «Si pour mes enfants, ça fonctionne, pourquoi pas faire la même chose dans une première itération avec mes collègues?»
Pourquoi ne pas trouver des alternatives à la question: «Hey, qu'est-ce que tu as fait hier?» Donc, j'ai repris les questions que je pose à mes enfants et je les ai transcrites dans un contexte plus agile, plus équipe Scrum. Donc, est-ce qu'on devrait ajuster notre limite de work in progress? Est-ce qu'il serait temps de revoir notre définition de terminé? Est-ce que tu as appris quelque chose depuis la dernière mêlée d'équipe? Ok. Et donc, tous les jours, j'ai commencé à challenger l'équipe avec des questions différentes. L'idée en arrière de ça, c'est toujours d'essayer de démarrer une discussion, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, d'avoir un partage d'informations. Si ça marche avec les enfants, peut-être que ça fonctionne aussi avec des adultes. Ok. Autre chose, dans une communauté de pratique, j'avais découvert Ask Kanban. Donc plutôt que d'inventer, de recréer des questions, on pourrait aussi se baser sur des questions qui existent déjà. Donc Ask Kanban, c'est un blog, c'est un article que vous pouvez trouver sur internet. Allez sur Google et tapez juste Ask Kanban. Donc c'est une fiche avec une dizaine de questions que vous pouvez jouer, tous les jours, à chaque mois, à chaque semaine ou à chaque année avec vos équipes, avec des questions déjà qui sont là. Donc qu'est-ce qu'on pourrait finir aujourd'hui, par exemple? Tiens, si on faisait du swarming ou du mob programming, quels seraient les stories, quels seraient les éléments du backlog sur lesquels on pourrait travailler ensemble? Qu'est-ce qui ferait du sens qu'on travaille ensemble pour éventuellement livrer aujourd'hui? OK? Est-ce qu'on a des tâches qui sont cachées et ainsi de suite? Donc, on a ici éventuellement une dizaine de questions qui pourraient servir. Plutôt que de partir d'une feuille blanche et trouver des questions soi-même, on pourrait se baser sur des questions existantes. Oui, pourquoi pas? Ce que j'ai aussi essayé, ce qui marche aussi pas mal, surtout en période de pandémie, je trouve, c'est du management 3.0. Moi, ce que je retiens sur les AI questions, c'est par exemple poser la question aux gens en disant: «Hey, qu'est-ce que tu as appris et que tu souhaiterais partager au groupe?» On revient à peu près à tout ce qui est Montessori, Freinet et puis tout ce qui est open space. Tu as passé du temps à travailler seul, tu as découvert des choses. Ben tiens, quand tu reviens au groupe, dans notre 15 minutes d'équipe, qu'est-ce que tu voudrais partager? Est-ce qu'il y a quelque chose sur un élément de travail qui te semble de valeur à communiquer aux autres? Ou mettre l'emphase sur le succès, sur la célébration des victoires. Tiens, quel est le succès? Quelle est la leçon apprise? Quelle est la contribution que tu as faite hier à un client, à un collègue? Quel est le bon coup que tu voudrais qu'on célèbre ensemble dans notre groupe? OK? Donc il y a le partage et la célébration. Et juste ça, moi j'ai remarqué que en posant ce genre de questions dans une équipe, ça force aussi pas mal à un esprit plus agile. Pour avoir tous les jours des partages à faire, mais moi en tout cas, ça a challengé des personnes à voir des stories, des éléments de travail plus petits. Si on veut célébrer régulièrement des bons coups, ça marche pas si on a des stories qui demandent 3 semaines de travail. On est obligé de séquencer, de découper beaucoup plus finement les éléments. Et donc, mine de rien, ça génère beaucoup d'activités, beaucoup de changements, au fil du temps. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous souhaiteriez essayer. Des questions intéressantes. Toujours dans l'idée de maximiser, la valeur d'une rencontre de 15 minutes d'équipe, bah, je me suis dit: «Hey, peut-être que c'est pas dans les questions qu'il faut poser, qu'il faut se challenger. Peut-être que c'est dans la façon de faire aussi». Si on travaille avec des professionnels, est-ce que ça vaut vraiment la peine de poser 3 questions traditionnelles à chacun? Pourquoi est-ce qu'on se contenterait pas juste de parler des points essentiels? On imagine que l'essentiel du backlog est sous contrôle. On est tous des professionnels, on sait ce qu'on fait. Mais il y a peut-être juste quelques points d'attention dont on devrait impérativement discuter collectivement. Donc, éventuellement, le statut des billets prioritaires, des incidents. Est-ce que on a des éléments qui viennent modifier le périmètre de notre journée? Donc, il y a comme ça des points qui, à mon avis, requièrent plus l'attention que le reste. Et le reste, moi personnellement, j'aurais tendance à faire confiance à l'équipe
On a des développeurs seniors, on a des analystes, on a plein de gens qui sont très compétents. Et puis, s'ils estiment que tout est sous contrôle, peut-être ils le vivent mal, peut-être, d'être remis en question, oui, exactement, de passer à la question en disant: «Hey, le dossier sur lequel tu travailles, peux-tu faire un statut à l'équipe?» Ben, si les gens sont assez responsables, ils devraient savoir s'ils doivent en parler ou pas en équipe. OK? De toute façon, il y a des commentaires qu'on peut mettre, que ça soit à travers les outils, à travers Slack, à travers, n'importe quoi. On peut communiquer aussi à tout moment. Donc les 15 minutes, moi, j'essaye d'en faire vraiment un moment pour ne discuter que de l'essentiel. Qu'est-ce qui m Surtout si on a énormément de dossiers à faire, commencer par ce qui est prioritaire, avec éventuellement un débordement pour parler plus du social et tout ça. OK? Donc on peut aussi chasser le gaspillage avec une approche plus walk the board ou n'importe. Les 7 P, ça c'est quelque chose que j'ai appris lors d'une formation et ça j'adore, les 7 P. Il y a quelque chose que moi personnellement je déteste, je haïs même. J'espère qu'il y a personne sur l'appel qu'il y a personne avec qui j'ai l'habitude de travailler. Mais avoir dans mon agenda des rencontres sans sujet, sans objectif, sans rien du tout, moi j'ai presque envie de pas y aller à ces rencontres-là. Je sais qu'il s'agit d'un daily meeting et je sais qu'il s'agit d'une rencontre d'équipe, d'une rétrospective, n'importe quoi. Mais juste dire: «On a une réunion» et ne pas avoir de contenu dans la description, c'est très moyen, moi je trouve. Donc les 7 P, c'est une astuce de facilitation. Donc purpose, product, participant, c'est rappeler, et ici je l'ai matérialisé dans un courriel par exemple. Rappeler l'objectif de la rencontre. Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont les objectifs, les attendus? Quels sont les résultats qu'on espère à la fin de la rencontre? OK? Donc ça c'est purpose, product. Participants, est-ce qu'on a les bons participants ou pas? Lorsque je suis en copie d'une rencontre, que je voudrais vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on m'invite à cette rencontre? Est-ce que je suis nécessaire ou pas? Le processus, tiens, moi, mine de rien, j'aime bien expliquer aussi aux gens, ma suggestion pour le déroulement d'une rencontre d'équipe, d'un daily scrum. Surtout si le guide scrum dit: «Hey, les scrum masters sont pas obligés d'être là». OK. Comment est-ce que ça se passe? C'est intéressant, surtout si on a du roulement dans les équipes. Une nouvelle personne qui arrive dans vos équipes, elle ne connaît pas forcément toutes vos habitudes et tous les non-dits. Donc moi, je trouve que c'est important, surtout de se dire, on commence une rencontre d'équipe, un daily scrum, en parlant premièrement de l'objectif. Petit rappel. On remet le cadre. Si on était dans une salle, c'est bien, ce serait bien, à mon avis, d'écrire cet objectif sur un tableau. Première chose que les gens voient en rentrant dans la salle, c'est quoi l'objectif de l'itération. OK? Puis les liens éventuellement, parce qu'il y a rien de plus énervant à mon sens, oups, il y a rien de plus énervant que, d'arriver dans une équipe et de se dire: «Oh, où est le lien vers, votre Jira, vers votre Miro?» ou des choses comme ça. Non, on met tous les liens dans l'invitation, comme ça, ben, les gens, si ils prennent le temps de lire le courriel, ils ont toutes les informations sous la main. OK? Donc c'est vraiment un truc génial, les 7 P. Ça vous oblige lorsque vous organisez une rencontre de se dire: «OK, est-ce que au niveau processus, organisation de la rencontre, est-ce que je suis bon ou pas?» Et donc ici, j'ai vraiment fait l'exercice de se dire: «Les 7 P, est-ce que je peux l'appliquer simplement dans la manière dont j'organise mes rencontres? Mes 15 minutes de rencontre, est-ce que je suis suffisamment structuré ou pas?» Yes, ça marche bien. La preuve, c'est que je vous en parle. OK, autre chose, je vous ai dit que je travaillais aussi pas mal avec les outils, Atlassian, donc toute la suite, tous les outils qui permettent de faire du DevOps, donc Atlassian, Confluence, Jira, Bitbucket et compagnie. Je me suis dit: «Beh oui, beaucoup d'équipes s'en vont vers des outils comme ça. Il y a plein d'avantages aux outils, surtout lorsqu'on est avec des équipes distribuées». Bah, les outils, c'est chouette, mais est-ce que ça nous encourage ou pas au niveau des interactions entre personnes? Alors, il ne s'agit pas simplement d'avoir des dashboards, des tableaux de bord avec des milliards d'indicateurs, ça ne marche pas. Moi, j'essaye d'utiliser les outils à disposition
pour encourager aussi ce qui, moi, me semble essentiel. C'est des valeurs, par exemple, plus agiles, mettre en évidence aussi les piliers Scrum, dire, ben voilà, je voudrais, moi, que les outils, ben, ça permette d'avoir des réunions plus efficaces. Pour ça, je rassemble toutes les données, je partage les données à tout le monde, j'utilise les données les plus pertinentes et je les rends accessibles à tous. Ça, c'est la transparence. Ensuite, bah, chacun est invité, on l'a vu tout à l'heure, chacun est invité avant la rencontre à regarder ces données. C'est l'inspection. Et ce que j'attends, moi, d'une équipe de professionnels, c'est qu'une fois que chacun a fait ce travail de préparation, on arrive prêt à une rencontre collective et que là, on puisse vraiment avoir une discussion entre experts. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont quelles sont les métriques? Quels sont les éléments qui ont frappé chacun? Et en quoi est-ce que ça pourrait éventuellement changer notre plan pour les prochaines 24 heures? Intéressant. Et donc là, je vais faire le parallèle aussi. Je vais vous montrer, on va zoomer ici ce tableau de bord pour aussi intégrer différents éléments. Premier élément, pour moi, essentiel, revenir sur les objectifs de l'itération. Si on fait du Scrum, pour moi, c'est essentiel que le Scrum, pour moi, ne fait de sens que si on a des objectifs et que si ces objectifs sont bien connus de tous. Chaque discussion doit être articulée sur ces objectifs, éventuellement des liens vers plein de choses. Ok, les objectifs. Donc des métriques pour savoir combien de jours. Regardez, là c'est intéressant, c'est un burn on chart, vous connaissez ça certainement mieux que moi. Regardez comment c'est formulé, des questions ouvertes. On revient ici sur les questions, la puissance des questions. L'objectif n'est pas de dire hey, regardez, c'est moche, j'aime pas ça. On est en escalier, c'est pas agile. On n'est pas là pour pointer les gens du doigt et leur dire oh, c'est une mauvaise équipe, j'ai travaillé avec des meilleures équipes que vous. Non. L'idée, c'est de dire c'est une question ouverte. Voici de façon très objective où on en est. Et vous, quel est votre, quel est votre niveau de confiance? Ops. Quel est votre niveau de confiance par rapport à ce tableau? Est-ce que vous êtes confiant ou pas de livrer tous les éléments de valeur à la fin de l'itération ou pas? Une question qui devrait éventuellement engendrer des réponses, des discussions et autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer, pour avoir quelque chose de plus lisse? Mais la question est posée. Autre question éventuellement, tiens, on travaille sur des éléments pendant cette itération, mais on a aussi un échéancier d'affaires. Est-ce qu'on sera prêt ou pas pour respecter ces échéances? Avec des diagrammes qui nous disent, oui, voici où est-ce qu'on est rendu, éventuellement on aura une déviation et autres. Donc la question est posée. On peut avoir une discussion ensuite avec le product owner, avec le client, avec l'équipe, n'importe, mais au moins la question est là avec des données. Autre chose, par exemple, un tableau qui montre simplement le nombre de tâches en progrès à faire et faites. Question ouverte. Hey, est-ce que ce serait pas le moment ici de réfléchir sur notre limite d'éléments en cours de travail? Est-ce qu'on ne devrait pas un peu limiter, mettre des contraintes? Donc, lorsque les gens prennent le temps ici de regarder ce tableau de bord et de réfléchir sur ces questions avant la rencontre, bah, c'est intéressant qu'ils viennent éventuellement rediscuter de leurs observations et de leurs commentaires pendant le daily meeting. Chouette, hein? On a ici, on se base vraiment sur de la data, des éléments concrets pour discuter de ça. Et si vous regardez bien en plus, là moi je suis méchant avec mes équipes, juste 3 statuts. Au lieu d'avoir 20 statuts dans Jira ou dans n'importe quel outil ou sur un tableau que personne ne comprend rien, 3 statuts. Ça force les équipes à livrer. De in progress, on n'a pas le choix. Statut suivant, c'est done. Il n'y a pas de statut à tester, à valider, n'importe. Non, 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 non. Lorsqu'on a un billet ici dans ce bucket, seule façon pour qu'il change de statut, c'est de passer à done. C'est tout. Donc, la question, elle fait vraiment du sens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le 55 pour que ce 55 se transvase plus rapidement vers le done? Est-ce qu'il faudrait limiter ou pas? Et ainsi de suite. De belles discussions. OK? Tiens, justement, à propos de la définition de done.
Question ouverte à l'équipe. Tiens, est-ce que ce serait pas le moment ici de se challenger sur cette définition de terminé? Est-ce que c'est ça qui nous embête ou est-ce que c'est trop flou ou n'importe? Des questions ouvertes à chaque fois. Donc on peut vraiment jouer avec les données. Une fois qu'on a des données qui sont nettoyées, qui font du sens, ben, c'est facile de poser des questions et de générer aussi de la réflexion. Ici, j'aime bien ce genre de graphique que vous voyez à l'écran parce que ça dit, hey, là, sur les billets les plus importants, on a des billets qui sont prioritaires, haute priorité avec 2 chevrons, 1 chevron et ainsi de suite. Comment ça se fait que des billets très haute priorité sont toujours avec un statut tout doux? Est-ce que c'est normal ou pas? Comment ça se fait que des billets qui sont avec une plus faible priorité soient déjà en progrès? Est-ce que c'est parce qu'on gère mal les priorités, parce qu'il y a un sens caché, parce que n'importe. Je sais pas, je veux pas mettre le point, je veux pas mettre quelqu'un à l'index, mais je pose une question et éventuellement ça génère une discussion si l'équipe pense que c'est pertinent. OK? D'autres métriques, si les gens rentrent du temps, évaluent en temps certaines tâches ou des sous-tâches ou n'importe, c'est aussi intéressant de rebondir là-dessus. De se dire: «Hey, et on avait une sous-tâche ici de je sais pas quoi. Du temps a été estimé par je sais pas qui, mais ce que l'outil me dit, c'est que on avait estimé du temps et on dépasse de 400, de 400 le temps. Donc il se passe quoi là?» Et peut-être qu'il y a une leçon à partager. Peut-être que c'est dans l'estimation qu'il faudrait se challenger mieux. Ou peut-être, enfin, il se passe quelque chose et on devrait sans doute retenir un élément pour ne plus retomber dans ce genre de situation la prochaine fois. OK? Donc, il y a vraiment des éléments qui sont essentiels, enfin, qui peuvent être intéressants pour alimenter une discussion, comme aussi ceci, ce graphique. Dire, ben, si l'équipe joue le jeu souhaite rentrer du temps ou peut-être parce que c'est demandé par la direction, il y a quand même des éléments chouettes qu'on peut avoir. Dire que tiens, il reste 3 ou 4 jours pour, avant la fin de l'itération et là, d'après toutes les estimations des tâches, ben là, on voit que Magnus, il en a encore pour au moins 36 heures de travail. Ça ne marchera pas. Donc lorsque j'ai ce genre de graphique, moi, personnellement, je m'attends à ce que l'équipe spontanément se disent: «Oups, il faut qu'on aille aider Magnus». C'est pas mon rôle de coach, c'est pas mon rôle de scrum master de dire à l'équipe: «Hey, Magnus a besoin d'aide». Non, les gens, on leur donne les données, les informations, on leur pose une question, on leur dit: «Hey, tiens, j'oriente l'équipe en disant: "Regardez ce graphique et dites-vous, est-ce qu'il ne serait pas temps objectivement d'aider quelqu'un?" Et là, on s'attend à ce que pendant une rencontre d'équipe, plusieurs personnes se portent volontaires pour spontanément aider Magnus. Peut-être même qu'ils vont discuter de ce point avant la rencontre. Ça, ce serait chouette. OK? Donc, plein de métriques comme ça. Et le dernier que j'adore, j'aime beaucoup ce genre de métriques, d'éléments. C'est dire, on est un sprint, enfin, on est une équipe Scrum. Un sprint, c'est courir très vite. Mais au final, est-ce qu'on livre de la qualité ou pas? On n'est pas là juste pour fermer des tâches, mais se dire, hey, les tests de non-régression, les tests automatisés, est-ce que ça passe ou pas? Est-ce qu'on va livrer de la qualité? Et là, on le voit. On est à 4 jours de la fin de l'itération. On a plein de tests qui n'ont pas encore été faits. On a des tests qui sont pas mal en échec. Peut-être que là, ce genre de graphique-là, ça devrait générer une discussion urgente au sein de l'équipe. OK? Voilà. Donc c'est pas mal comme ça que moi je vois, de façon très concrète avec les outils qu'on a, comment est-ce qu'on peut aussi mettre en place des questions puissantes. Des questions qui au final vont générer un maximum de discussions. Je travaille, enfin, je sais pas vous, mais moi je travaille avec des professionnels. Je les considère comme des professionnels, des experts dans leur domaine d'activité. Donc, j'essaye juste de leur poser des questions, de d'aiguiller aussi leur réflexion vers qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux. Et c'est ça le but, à mon sens, des questions puissantes. Essayer de trouver, un incitant aussi, essayer d'encourager les gens à avoir un autre point de vue, quelque chose de plus objectif, éventuellement même des points de vue qui sont liés sur de la data. Ça permet d'être très objectif, d'avoir aussi une certaine profondeur de réflexion collective et encourager plus facilement, la discussion et surtout la prise d'action. OK? Et là, on va atterrir tout doucement parce que je vois l'heure aussi qui passe. Une sorte de appel à l'action.
Se dire que si on revient au guide Scrum, si on revient aussi aux chiffres, j'avais dit que c'était 65 heures à l'année longue. 65 heures. Si on rajoute aussi les rétrospectives, ça fait 90 heures. 90 heures qu'on a sur la table pour régulièrement améliorer aussi la cohésion d'équipe, améliorer la performance d'une équipe. On devrait, à mon sens, je reviens sur la partie métrique, on devrait, à mon sens, pouvoir faire une photo de avant et après. Avant, lorsque le Scrum Master arrive, premier jour, voici, on fait un statut d'équipe. Voici où est-ce qu'on est. 12 mois après, où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on a vraiment utilisé, est-ce qu'on a mis à bon escient ce budget pour changer les choses, pour avoir un impact ou pas? Et 12 mois, c'est peut-être aussi une évaluation annuelle. Si vous faites une rétrospective avec une communauté de pratique, avec votre gestionnaire, un point carrière ou autre, vous devriez avoir ici des évidences qui vous disent, voici, j'ai accompagné une équipe, voici ce qu'on a essayé ensemble, voici les obstacles, voici l'impact de simplement 15 minutes. Ce serait génial, non? D'avoir ce genre de mesure. Et aussi d'avoir le sourire aussi des équipes, de dire: «Hey, si on prévoit si on revient au point de vue financier, on se fixe un objectif, se disant: "Hey, là, on a autant d'argent sur la table, autant d'heures sur la table, qu'est-ce qu'on aimerait faire?" Et puis mesurer après 4 mois, après 12 mois, n'importe, régulièrement, est-ce qu'on atteint ou pas cette cible? Est-ce qu'on dépasse cette cible ou pas? OK? Et là, on quitte vraiment la posture du gestionnaire qui veut des statuts, mais on est vraiment dans une attitude de coach, de mentor en disant: «Voici, on a un objectif, on veut dépasser le break-even, on veut aller plus loin et on mesure régulièrement. Est-ce qu'on y arrive ou pas? Quelles sont les étapes? Quels sont les impacts qu'on peut avoir?» Parce que et là, je vais terminer avec ça. Si on prend le guide Scrum, la dernière édition qui est sortie il y a quelques semaines, quelques mois, on parle aussi de Scrum Master comme étant redevable de l'efficacité d'une équipe Scrum. Ça fait mal, cette phrase-là. Ça veut dire quoi être redevable de l'efficacité? Ben, plein de choses. Mais surtout, ce que je veux vous inviter à faire, c'est de se dire, tiens, au passage, vous pourriez reconnaître ici un diagramme de discipline agile. Il faut essayer des choses. Il faut être très empirique dans la démarche, revenir à l'essentiel, relire un peu les fondamentaux comme le guide Scrum, le manifeste agile. Essayer des choses, essayer de s'améliorer continuellement et voir aussi, ok, mesurer l'efficacité de ce que l'on essaye. Si ça fonctionne bien, ben, il faut l'intégrer à son ADN. Si ça fonctionne pas suffisamment bien à notre goût, ben, peut-être qu'on mettrait ça de côté. Mais l'essentiel aussi dans l'attitude, c'est d'en parler dans des communautés de pratique avec d'autres personnes et autres, parce que les leçons apprises, c'est essentiel. Ça pourrait faire gagner du temps à d'autres personnes, et puis on boucle là-dessus. S'améliorer en permanence, je pense que c'est essentiel, surtout qu'au final, et ça je reviens, je reviens là-dessus, veut pas. Surtout en tant que professionnel, on est payé à quelque chose. On est payé. Donc, à partir du moment où on a un salaire, je pense que la personne qui signe l'échec, elle s'attend à quelque chose, pas simplement à recevoir un sourire, avoir des sourires autour d'elle, mais on s'attend aussi à livrer de la valeur. Et puis, il faut faire le maximum pour ça. Que ça soit avec les enfants, que ça soit avec nos équipes, que ça soit dans nos communautés, il faut vraiment trouver la motivation, qu'importe la motivation, mais il faut essayer de s'améliorer et de changer les choses autour de soi. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là, il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire. Hem, Merci beaucoup, Cédera. Effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais l'heure a tourné et on a quelques questions. Tu m'entends? Mon micro est bien désactivé, c'est bon? oui, Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour la clarté voilà, de ton discours, la simplicité de ton oral. C'était vraiment très, très sympathique. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Voilà. Alors, la première, est-ce qu'une équipe mature a vraiment besoin du daily meeting? bonne question. Ah oui, effectivement. Eh,
Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, surtout avec des nouvelles personnes, des nouveaux projets. J'aime beaucoup faire du mob programming ou du swarming. Donc, se mettre tous ensemble, même autour d'un seul ordinateur, travailler ensemble. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est important aussi, c'est essentiel à mon avis d'avoir des coupures. À un moment donné, de faire un point. De dire, c'est pas parce qu'on travaille tout le temps que la communication est claire. Parfois, on a juste besoin de respirer, de s'arrêter et de faire une sorte de synthèse. Donc moi, j'encourage à avoir toujours un daily meeting, on peut l'appeler autrement, et ça peut être complètement informel, autour d'un café. À nouveau, on peut prendre une marche, on peut sortir dehors et avoir un point d'équipe. On n'est pas obligé de se mettre tous debout autour d'un tableau. Mmh. Oui, en plus, dans ton discours, il y avait beaucoup de remise en question et d'amélioration continue. Donc finalement, ce daily meeting, il est aussi là pour évoluer et peut-être pas rester figé dans une forme initiale, quoi, quelque part. Ouais. Alors, autre question alors, de Thomas Chopin. Alors, quel est le prix de la transparence et de la communication au sein d'une équipe? Ah, ça c'est difficile. Je pense que c'est un challenge pour tous les Scrum Masters et tous les coachs agiles. C'est Euh, le Guide Scrum parle aussi de, je pense qu'à un certain moment, on parle aussi de transparence sur les éléments essentiels. On ne cherche pas à être transparent sur tout, mais sur les éléments les plus pertinents qui font du sens aussi. Donc il y a un équilibre à trouver et tant qu'on ne trouve pas cet équilibre, c'est sûr que parfois ça fera un peu plus mal si on est transparent ou pas assez transparent. Mhm. C'est toujours un sujet très subtil, la transparence. Moi, parfois, j'ai pleuré. Surtout lorsqu'on est scrum ou coach, parfois on aimerait avoir des métriques plus évidents. Qu'est-ce que les gestionnaires, qu'est-ce que les équipes attendent de moi? Même à ce niveau-là, la transparence, on la souhaiterait, mais pas trop. Ouais. Autre question de Quentin qui revient sur le tableau de bord Jirala que tu nous as montré avec tous les widgets. Alors, est-ce que ce tableau de bord a été mis en place par toi ou par l'équipe? Et donc après, il commente un peu sa question. J'imagine que c'est toujours plus intéressant quand c'est l'équipe qui met ses propres outils et objectifs en place. Voilà. Est-ce qu'on est dans une co-construction finalement est-ce que tu proposes ce type d'approche de co-construction de tableau de bord? Je plaide coupable. Moi, ma job essentiellement, c'est d'aider les équipes à travers les outils. Donc moi, j'ai une équipe d'experts Atlassian et puis on va dans les compagnies, dans les équipes, on met en place les outils, les bonnes pratiques. Donc on nettoie les données, on leur propose des tableaux de bord et puis effectivement, après, on laisse les équipes s'approprier des widgets, s'inspirer de l'existant, les utiliser comme gabarit ou pas, et puis les améliorer, retirer ce qu'ils n'ont pas besoin et rajouter ce qu'ils ont besoin. Mais l'idée, c'est de faire une proposition initiale. Et puis effectivement, c'est mieux lorsque les équipes s'approprient les éléments, les outils, les processus et autres. C'est clair. Alors, là, on a fini les questions. Là, j'en ai une qui m'est venue pendant ton intervention. Euh, J'imagine que, j'allais dire malheureusement, au Canada, tu as dû vivre comme nous des périodes un peu de confinement ou de semi-confinement et de télétravail plus ou moins imposé. Euh, Est-ce que tu as dû finalement adapter parfois les réunions ou plus spécifiquement les daily meetings, justement du fait de ce contexte pardon, de travail de home office? Est-ce que tu as modifié finalement les rapports et un peu le format voilà, de cette réunion en particulier? Pas vraiment. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je vis en région. Donc, je vis, moi, dans une ville moyenne, et ça fait 5 ans que je fais du télétravail. Ah, donc Mes télétravail clients, d'actifs. mes équipes sont dispersées à travers tout le Canada, à travers le monde, donc ça fait 5 ans. Je suis content d'avoir plein d'amis depuis quelques mois, plein de gens qui vivent ma réalité. Mais très tôt, je me suis dit et ça, c'était ma compréhension du manifeste agile, c'est pas parce qu'on fait de l'agilité qu'on doit supprimer la composante outil. Donc moi, lorsque j'accompagne des équipes, en fait, j'ai beaucoup d'interlocuteurs qui sont fermés à l'agilité parce qu'elles se disent: «Hey, l'agile, c'est génial, mais avant de coller des post-it sur un mur, moi, mon boss, il me demande de faire des rapports Excel».
Mhm. Donc moi, je me suis focusé aussi beaucoup sur les outils en disant: «Bah, écoute, je vais faire en sorte que tu n'aies pas à passer 3 jours sur ton Excel. On va supprimer cette partie outils, mettre en place des automatismes, faire des tableaux de bord qui sont plus pertinents, qui vont te faire gagner du temps et qui vont te libérer du temps pour comprendre pratiquement comment est-ce que les pratiques agiles peuvent t'aider dans ta réalité concrète et journalière». Et donc, il y a pas d'opposition. Donc la façon si on est solide sur les principes, sur l'essence de c'est qu'est l'agilité, je pense que indépendamment du contexte, ça marche. Télétravail, pas télétravail, ça devrait marcher pareil. Maintenant, c'est sûr, je vais pas le cacher que j'ai quand même plein d'outils. Ici, devant moi, j'ai 3 laptops, j'ai 6 écrans, au bureau, on a des tableaux tactiles, on a plein de trucs qui viennent en plus, mais c'est du bonbon. Mais oui, oui. En tout cas, oui, j'entends bien le fait que tu avais déjà tes équipes distribuées, donc je veux dire naturellement, ça a pas, tu n'as pas eu trop à t'adapter à une situation, malheureusement, celle qui est actuellement. Nous, en France, on a eu peut-être parfois un peu plus de difficultés. D'ailleurs, on en a parlé un peu la semaine dernière. On a eu une conférence sur le sujet. Ok, ben, en tout cas, merci beaucoup, Cédera. Euh, C'était un vrai plaisir de t'avoir en direct du Canada. Euh, c'est l'avantage d'ailleurs de Frugagile, vu qu'on est en ligne. On a pu avoir pas mal d'intervenants étrangers, et ce qui est pour nous on est super contents, c'est un privilège. C'est plus difficile évidemment quand c'est en présentiel. Donc voilà, on perd d'un côté et il y a un petit lutin qui vient derrière toi. Oui, mais ici, c'était, la salle de jeu de mes enfants. Voilà. Mais c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup à nouveau pour ton intervention. C'était très, très bien.